On a pris une décision difficile. On a pris une décision sérieuse, une décision grave, mais on a été convaincus au moment qu'on a pris la bonne décision. On continue aujourd'hui d'être convaincus qu'on a pris la bonne décision. Le système judiciaire comprend des niveaux d'appel. On va s'en servir parce que nous ne sommes pas d'accord. Alors, invoquer la loi sur les mesures d'urgence pour mettre fin au convoi de la liberté était déraisonnable et illégal. C'est ce conclut la Cour fédérale dans un jugement de près de 200 pages. Un revers pour le gouvernement fédéral et une victoire pour l'Association canadienne des libertés civiles. Mais Ottawa a déjà, vous l'avez entendu, signalé son intention de faire appel de cette décision. Pour décrypter cette décision, mon invité Louis-Philippe Lampron, professeur à la Faculté de droit à l'Université Laval. Bonsoir, M. Lampron. Bonsoir, Mme Dussault. Il faut peut-être un petit brin d'histoire. C'est une loi qui remplaçait la célèbre loi sur les mesures de guerre. Ça a été adopté en 80. C'était son premier test, au fond. Et voilà. une loi donne des normes, des critères, et ça, les tribunaux interprètent. On est devant ça aujourd'hui. Commençons par le commencement. Quel est le sens de la décision quand on dit que la proclamation, là, à l'encontre du convoi, elle était déraisonnable et donc illégale? Bien, vous l'avez souligné, la loi sur les mesures d'urgence, elle établit plusieurs critères qui doivent être respectés par le gouvernement fédéral s'il veut se servir de ce véritable bazooka là, en matière d'équilibre des pouvoirs. C'est-à-dire, c'est un outil de dernier recours qui ne peut être utilisé par le gouvernement que pour faire face à une crise qu'on n'est pas capable d'endiguer autrement. S'il y a un seul paragraphe à lire dans cette décision-là, là, qui est substantiel, là, plus d'une centaine de pages, c'est sans doute le paragraphe 253 où le juge vraiment condense ce qui est au cœur de sa décision et qui rappelle le fait qu'on ne peut pas se servir des pouvoirs conférés par la loi sur les mesures d'urgence uniquement parce que c'est plus pratique pour gérer une situation problématique, mais bien il faut respecter les critères qui ont été établis par la loi. Alors, la force de la loi sur les mesures d'urgence, bien, c'est sans doute ce qui explique la défaite du gouvernement Trudeau aujourd'hui, mais c'est ce qui doit, à mon sens, de rassurer les citoyens et les citoyennes quant au fait qu'il faut se lever le bonheur, si je puis me permettre, là, pour être capable d'utiliser des pouvoirs comme ceux-là, et en particulier après la décision qui vient d'être rendue par le juge Mosley de la Cour fédérale. C'est dans l'esprit, dans le fond, des abus commis sous la loi des mesures de guerre. On a adopté une loi pour éviter de répéter ces mêmes abus face aux libertés civiles. Justement, sur la déclaration d'illégalité, le juge dit le seuil minimal de la crise nationale n'est pas atteint. Or, on va écouter quand même M. Leblanc qui décrit un moment là, de cette crise-là, puis on revient. Moi, je me rappelle très bien quand les services de renseignement et de police nous ont informés qu'à Coutts, en Alberta, ils avaient découvert 2 bombes artisanales, 36 000 balles, munitions, et en même temps, ils ont déposé des accusations aussi sérieuses que complot pour meurtre. Alors, c'était le contexte. Alors, il faut distinguer ici un jugement politique d'un jugement juridique. C'est le jugement juridique qui va l'emporter. On verra bien ce que la Cour suprême peut dire. Bien, écoutez, c'est-à-dire que les critères permettant d'utiliser le pouvoir d'urgence, ça implique nécessairement que le gouvernement, l'exécutif, fasse la preuve qu'il est face à une menace pour la sécurité nationale. Et là où c'est très intéressant, la décision du juge Mosley, c'est qu'on vient déterminer que des risques pour la sécurité économique du Canada, c'est pas suffisant au sens de la loi de 88 sur les mesures d'urgence. De la même manière, l'exemple donné par le ministre Leblanc, c'est le fait que pour être capable valablement d'utiliser les pouvoirs de la loi sur les mesures d'urgence, il faut également faire la preuve que sans cette déclaration-là, la loi et les lois qui existent ne permettent pas de régler le problème auquel on souhaite s'attaquer d'une part, et d'autre part, ce qui va nuire au gouvernement dans ce litige-là, c'est le fait qu'il a adopté une déclaration d'urgence qui s'appliquait sur l'entièreté du territoire, alors que dans les faits, la crise semblait être circonscrite à quelques endroits, la colline parlementaire à Ottawa et le poste frontière à Coutts notamment. Est-ce qu'on veut dire que la Cour fédérale, le juge va loin dans le sens où il aurait pu se contenter de déclarer ça inconstitutionnel, puis c'était correct, mais il est allé analyser le reste de la loi. Vous avez parlé de la sécurité. Évidemment, les autres lois auraient dû s'appliquer. On a peut-être souvenir que le gouvernement de l'Ontario s'en est pas trop mêlé. Il y avait beaucoup de pression à l'époque sur Doug Ford pour agir. Il y avait des forces policières. En fait, c'est ça que ça dit. Utilisez les pouvoirs dont vous disposez avant d'adopter une loi exceptionnelle.
C'est Ouais, ça, c'est hein, une- au fond. Ben, c'est une condition Ouais. sine qua non. Puis je dirais que la raison pour laquelle le juge décide d'aller de l'avant, parce qu'il y a tout un débat au début de la décision, à savoir est-ce qu'il n'y a pas histoire caduque, en fait, à quelque part, parce que la déclaration d'urgence, ben, évidemment, elle n'est plus en vigueur au moment où le juge rend sa décision, mais il décide justement, parce que c'est la première utilisation de la loi sur les mesures d'urgence, de plonger et de baliser ces fameux critères là, qui ont été adoptés en 1988 pour baliser l'utilisation de ce pouvoir qui est, et qui doit demeurer exceptionnel en démocratie. Parce qu'il n'y a pas de violence grave ou menace de violence contre des personnes, des biens dans le but d'atteindre un objectif politique, religieux et idéologique. Tout ça est bien passionnant. Autre item, la décision est-elle légale ou pas d'avoir saisi, perquisitionné là, les fameux fonds? Parce que je pense que ça implique le GoFundMe. Tout l'argent qui avait été recueilli, on a saisi et gelé ces fonds-là. Oui, tout à Que fait. dit la Cour là-dessus? Oui, ça, c'est les deux volets. Le premier volet, effectivement, balise là, les fameux critères. Donc, c'est illégal selon les critères de la loi elle-même, mais on va plus loin également et on en vient à la conclusion qu'il y avait tout un éventail de droits fondamentaux qui avait été mis de l'avant par les plaignants là, pour contester la légalité, la constitutionnalité du recours à la loi sur les mesures d'urgence. Et le juge va donner raison aux plaignants sur deux droits, la liberté de l'expression, d'une part, et d'autre part, effectivement, le droit d'être protégé contre les saisies-perquisitions abusives, là, à l'article 8 de la Charte canadienne. Et dans les deux cas, le juge en vient à la conclusion que le gouvernement ne s'est pas affranchi de son fardeau de preuve de la justification de ces atteintes-là, là, parce que ça ne passait pas le test de l'atteinte minimale, notamment parce qu'il existait d'autres dispositions législatives qui auraient pu permettre d'atteindre l'objectif qui était poursuivi là, par ces dispositions-là contestées là, de la déclaration d'urgence. Et est-ce que si on clarifiait la question de la Déclaration canadienne des droits, à savoir sur les comptes de banque gelés, qu'est-ce que ça nous dit? Ça ne nous dit pas grand-chose essentiellement. La Déclaration canadienne des droits, adoptée en 1960, elle garde son actualité essentiellement pour deux dispositions qui ne sont pas protégées par la Charte canadienne. Sinon, évidemment, la Charte canadienne va être prioritaire par rapport à la Déclaration canadienne des droits. Et le juge en vient à la conclusion que ces deux dispositions-là ne sont pas utiles là, dans le litige. À tout le moins, il va rejeter les arguments qui ont été mis de l'avant en lien avec la Déclaration canadienne des droits. Je vais aborder très rapidement un autre sujet, si vous permettez. Je pense qu'on voulait aussi vous en parler. On n'a pas beaucoup de temps pour le faire, mais ma collègue Sophie Langlois a exploré les tensions dans le monde universitaire. Vous y êtes, vous êtes à l'Université Laval. Elle n'est pas en cause dans ce reportage-là. Ça concerne surtout trois universités à Montréal, Concordia, McGill et l'Université de Montréal. Tension à la lumière de cette guerre Hamas-Israël. On écoute un court reportage, puis simplement poser la question, qu'est-ce qu'il faut faire devant ces... On l'écoute. It's difficult to find out that your colleagues support Hamas. I'm afraid of reprisals. I'm afraid of being doxxed. I'm afraid for my physical safety. Il y a une censure qui est là, puis il y a aussi juste des autocensures aussi. On vit dans un climat où n'importe quel propos qui vise à humaniser le peuple palestinien subit des représailles. Alors, deux témoignages. Un juif à visage couvert qui dit « Moi, j'ai peur des menaces, des représailles. » Puis on a vu à Montréal, de toute façon, qu'il y a eu des attentats là, et, au cocktail Molotov. Et ce médecin qui dit « Ça n'a pas de bon sens de menacer de congédiement des étudiants en médecine parce qu'ils expriment l'empathie à l'endroit du peuple palestinien et que l'université se soit si embrouillée qu'il y a même des menaces de renvoi. » Bien, c'est là où c'est fondamental, surtout dans des situations tendues comme celles qui caractérisent le conflit israélo-palestinien en particulier actuellement, là, que le curseur soit au bon endroit, en fait, et que les directions d'université là, agissent comme des leaders pour défendre ce qui est au cœur de la liberté académique, et c'est de s'assurer que toutes celles et ceux qui composent la communauté universitaire sont en mesure d'exprimer leur point de vue, peu importe que ce soit au cœur de leur expertise ou non, et participer valablement au débat démocratique là, en toute sécurité. Et la limite à ça, bien, c'est le discours illégal, c'est la propagande haineuse, ce sont les menaces de violence, c'est le harcèlement, c'est la diffamation. Alors, il faut absolument être clair là-dessus et à mon sens, là, tout le monde perd quand les directions universitaires soufflent le chaud et le froid là, en laissant entendre que si on prend une position, par exemple, sur les réseaux sociaux à l'extérieur de notre zone d'expertise, bien là, il est tout à fait possible d'être sanctionné là, parce qu'on s'est positionné sur quelque chose qui ne revient pas et on devrait vraiment là, se limiter à ce qu'on connaît
reconnaît là, comme expert, en fait. Ça, c'est une définition qui est à trop courte vue de la liberté académique et qui est susceptible de faire déraper des situations qui sont déjà en elles-mêmes sensibles et controversées. En tout cas, on sent qu'il y a beaucoup de frilosité à commenter ce sujet-là. Les 3 recteurs ont décliné notre invitation. Ils l'avaient décliné pour Sophie Langlois. D'autres personnes, on apprécie votre intervention. Je ne sais pas si elle est courageuse, en tout cas, elle est pertinente pour nous, pour comprendre l'enjeu. Merci, Louis-Philippe Lampron. Bonne soirée à vous. Au revoir. Vous aussi. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.